Un voyage sur autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de traverse, je vous propose de vous échapper quelques heures pour partir à la découverte de maisons d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène en région parisienne visiter le Moulin de Villeneuve, la maison d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Saint-Arnaud-en-Yvelines n'est pas seulement synonyme de péage. À une 50aine de kilomètres au sud de Paris, la petite commune abrite aussi l'une des plus belles maisons d'écrivains en Île-de-France. Cette maison, c'est le Moulin de Villeneuve, construit à la fin du XVIIIe siècle, la résidence d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Lui, le poète engagé, héros de la Résistance, figure du Parti communiste, chanté par Ferré, Ferrat, Brassens. Elle, l'écrivaine russe arrivée en France en 1918. En ce début des années 50, ils forment l'un des couples les plus en vue de la littérature française. Derrière le portail, je découvre une maison en L. En fait, le moulin n'existe plus, il a laissé place à une jolie demeure sur 2 étages. Ce matin-là, le lierre sur la façade est luxuriant. Le soleil se réfléchit sur les volets, couleur aubergine. On entend juste le chant des oiseaux et le bruissement de l'eau dans une fontaine. Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comment se fait le cœur content. Allant ses cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. J'ai rendez-vous avec le maître de maison, Guillaume Roubaud-Kouachi. Il est le directeur de la maison Elsa Triolet Louis Aragon. Bonjour Guillaume Roubaud-Kouachi, merci de nous accueillir dans ce très bel endroit qui est donc la maison, le Moulin de Villeneuve, la maison de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. Ils arrivent ici, je crois, au milieu des années 50. Expliquez-nous un petit peu le début de cette histoire. Effectivement, ils arrivent ici en 1951. On est quelques années après la consécration d'Elsa Triolet, qui est la première femme à recevoir le prix Goncourt, qu'elle reçoit à la Libération pour le premier accro coûte 200 francs. Et puis, Louis Aragon est évidemment devenu à ce moment-là un écrivain très reconnu. Déjà avant la guerre, il avait obtenu le prix Renaudot, et puis pendant la guerre, c'est un des principaux poètes de la Résistance. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Donc, les deux écrivains désormais bien reconnus, ont les moyens d'envisager d'acheter cette maison et ce grand parc qui fait plus de 5 hectares ici pour être au calme, pour écrire loin du tumulte parisien. On est ici dans le parc. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Je vois qu'il y a des œuvres, il y a une ambiance effectivement très paisible. On entend le bruit de l'eau, les petits oiseaux. C'est effectivement le calme qu'ils recherchaient. Alors, en fait, Elsa Triolet écrit à sa sœur, Lily Brick, quand elle arrive ici, « J'avais raté la nature ». Et elle s'émerveille, pendant ces 20 ans qu'elle va passer ici, elle s'émerveille de découvrir une faune que c'est vrai on ne voit pas à Paris, des hérons, un certain nombre d'oiseaux, de papillons, etc. Donc il y a une vraie découverte de la nature ici, ça fait partie des choses que Elsa Triolet aime tout particulièrement. Je rêve et je me réveille dans une odeur de lilas. De quel côté du sommeil t'ai-je ici laissé ou là? Et en même temps,
depuis leur décès, parce que la maison comportait déjà des œuvres d'art importantes liées à la vie et aux amitiés d'Aragon et d'Elsa Triolet, avec Picasso, avec Fernand Léger, avec d'autres. Eh bien, quand cette maison a été donnée à la nation française, qui était une décision du couple, eh bien, on a décidé d'en faire un lieu aussi tourné vers l'art vivant, puisque c'était déjà l'esprit d'Aragon et d'Elsa Triolet quand ils habitaient cette maison. Et dans ce parc, il est évidemment important de le dire, repose Elsa Triolet. Exactement. Elsa Triolet, c'est une femme qui est née à Moscou et qui, assez vite, en 1917, elle va rencontrer André Triolet, donc ce qui lui donnera son nom. Elle va bientôt partir et s'installer en France, même si elle part un moment à Tahiti. Et elle est une étrangère en réalité. Elle est une étrangère pour les Russes puisqu'elle habite en France depuis bien longtemps, donc à leurs yeux elle est une étrangère. Et pour les Français, elle demeure une étrangère parce qu'elle a un accent russe assez marqué jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a l'idée pour Aragon et pour Elsa Triolet qu'ici, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, ce soit un petit coin de terre à elle, un petit peu où elle soit chez elle. Et donc c'est vrai que assez vite elle aimait le souhait de pouvoir être enterrée ici, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, où elle n'est pas une étrangère, où elle est un petit peu chez elle. Et grâce à Georges Pompidou, qui était le président de la République lorsqu'Elsa Triolet décède en juin 1970, eh bien, l'autorisation a été donnée à Aragon qu'Elsa Triolet puisse être enterrée ici, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans ce parc. Et Aragon, en 1982, qui meurt donc 12 ans plus tard, la rejoint également ici, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Si on s'approche, on entend la sarabande de Bach qui est jouée en permanence à côté de la tombe. Pour quelle raison? Mais parce que Elsa Triolet aimait tout particulièrement cette sarabande de Bach, et parce que parmi leurs amis proches, il y avait le très grand violoncelliste Rostropovitch qui est venu ici jouer la sarabande de Bach pour Elsa Triolet auprès de sa tombe, et ça a été enregistré par Aragon à ce moment-là, qui venait régulièrement se recueillir sur la tombe d'Elsa Triolet en mettant avec un gros magnétophone de l'époque cette sarabande de Bach enregistrée par Rostropovitch. Aujourd'hui, c'est pas le même enregistrement qu'on a, mais on a toujours la sarabande de Bach par Rostropovitch qui est jouée en permanence à côté de la tombe des deux écrivains. Il est temps d'entrer dans la maison. Je découvre la cuisine et la table où Elsa Triolet et Louis Aragon prennent leur repas. Le frigo date des années 60, il est toujours à sa place. Je découvre aussi cette œuvre de Fernand Léger qui fait allusion à 2 romans d'Elsa. Fernand Léger faisait partie des amis donc, du couple d'Elsa Triolet et Louis Aragon, et c'est une œuvre qu'il a réalisée pour Elsa Triolet en particulier. Alors c'est une œuvre qui est en plusieurs dimensions, puisque on y voit en réalité en creux un cheval blanc, et on y voit en plein un cheval orange. Et en réalité, ça fait allusion à 2 œuvres d'Elsa Triolet. Le Cheval Blanc, qu'elle écrit en 1943, 5 ans après avoir écrit son première œuvre en français. Et déjà, elle reçoit des prix à l'Académie Goncourt pour avoir le prix Goncourt, qu'elle n'a pas en 1943, qu'elle aura l'année suivante. Et Albert Camus, par exemple, est enthousiaste. Les croissants et les cafés crème coupaient l'appétit qu'il aurait pu avoir. Il dépensa ces derniers sans sou. Il dormait maintenant un peu partout, dans les cafés ouverts la nuit, sur les bancs des squares, sur les marches d'une maison. Quand on le chassait, il allait ailleurs. L'idée de chercher du travail ne l'effleura même pas. Il était hirsute, pas lavé depuis 8 jours, se contentant de relever le col de son veston pour cacher la saleté du linge. Il aurait pu vendre sa valise et son contenu, mais il s'y refusait. Il s'était mis à tenir désespérément à cette valise. Il se cramponnait aux quelques objets qu'elle contenait. Une robe de chambre, un bloc de papier à lettres, un portefeuille dont il ne se servait pas, son nouveau costume, une thermos. Il y avait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé. Et le cheval orange, en fait, ça fait référence à un autre ouvrage qu'elle écrit 10 ans plus tard, qui s'appelle Le cheval roux, qui évoque, lui, à partir d'une figure de l'Évangile, la perspective d'une guerre atomique, une guerre nucléaire. On est évidemment quelques années après Hiroshima et Nagasaki. Donc là, il y a une allusion à ça.
Et pour le reste dans la maison, eh bien, on y voit en fait la destination première de la maison, c'est-à-dire avec un très beau plafond en arceaux qui était destiné à soutenir une charge importante, parce qu'au départ c'est un moulin, bien sûr. Et puis le lien aussi avec la peinture d'une manière générale, avec ce bleu, couleur préférée des Atriolets, ce bleu de Delft, qu'on retrouve aussi à Giverny, évidemment, chez Claude Monet. Avec une pièce ouverte sur le jardin, comme je crois la plupart des pièces de ce moulin, ils aimaient justement pouvoir profiter de cette vue incroyable. Ah oui, c'est vrai que Elsa Triolet a fait percer beaucoup de fenêtres dans cette maison, elle qui avait une formation d'architecte au départ, et pour profiter de la lumière, profiter du spectacle de la nature, effectivement, c'est tout à fait vrai. J'arrive ensuite dans le bureau de Louis Aragon. C'est très impressionnant. La pièce est toute petite, mais rien n'a bougé. Comme ce vieux fauteuil où l'écrivain prend l'habitude de s'installer tôt le matin pour écrire. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Une des caractéristiques de cette maison, c'est que vraiment la partie musée est restée intacte telle que l'a laissé Louis Aragon. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il peut surgir d'un moment à l'autre. Alors dans ce bureau, c'est évidemment une pièce assez importante quand on est dans une maison d'écrivain, puisque c'est ici qu'il écrit notamment le roman inachevé, qui est un grand recueil poétique autobiographique en 1956. C'est là aussi qu'il écrit ce très grand roman historique qui s'appelle La Semaine Sainte. On voit ici, sur ce petit bureau finalement quand même, et ce fauteuil en cuir un peu élimé, c'est là que de grandes pages de la littérature française ont été écrites. C'est toujours assez émouvant de se trouver dans cet endroit. Et sinon, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à évoquer dans ce bureau. D'abord, que trône en majesté au-dessus comme du fauteuil, un portrait donc d'Elsa Triolet par la grande photographe Gisèle Freund, la femme aimée, la femme chantée beaucoup par Aragon dans la poésie, la femme aussi à laquelle il a dédié la plupart de ses œuvres, y compris romanesques. Donc cette présence en surplomb d'Elsa Triolet qui est un peu partout. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De connaître notre histoire jusqu'à la fin. Elsa Triolet qui n'est pas que dans cette photographie, puisque elle est aussi présente à travers une œuvre qu'on trouve sur la bibliothèque, qui est une œuvre qui s'appelle 6 novembre 1946 et qui commence par les vers suivants. 18 ans, je t'ai tenu enfermé dans mes bras comme Avignon dans ses murs. 18 ans comme un seul jour parfumé. Alors pourquoi 18 ans comme un seul jour parfumé ce 6 novembre 1946 ? Parce que le 6 novembre 1928, à la Coupole, à Paris, dans le 14e arrondissement, c'est la rencontre entre Aragon et Elsa Triolet. Et dans un très beau film qu'Agnès Varda avait réalisé dans les années 60, qui s'appelle Elsa la Rose, eh bien, on a ce vieux couple, maintenant dans les années 60, qui rejoue cette scène à la Coupole. Donc, on voit Aragon et Elsa Triolet qui passent le petit tourniquet. Et Aragon, en voix off, dit « Et nous ne sommes plus quittés de toute la vie ». Et effectivement, c'est ça, c'est cette grande histoire d'amour qui est ici, qui commence avec le 6 novembre 1928, qui est évoqué un peu partout dans cette maison. Donc, Elsa Triolet, qui est là, qui est un peu partout, bien sûr, dans cette pièce. Et puis aussi Picasso qui est un grand ami d'Aragon, qu'on retrouve ici, Picasso, avec donc une œuvre qui est ici dédicacée, on arrive à lire en dessous, voilà, pour Aragon, Picasso, et qui est une œuvre avec un clin d'œil au milieu de ce personnage, qui est un personnage un peu de roi bouffon, si je puis dire. Si on regarde le trait bleu qui est à l'intérieur du visage, apparaît de manière stylisée une sorte de colombe en réalité. Et cette colombe, ça fait partie de ces liens étroits entre les deux artistes, parce que lorsque le Congrès mondial de la paix est organisé, Aragon réfléchit à la création d'une affiche et il cherche un symbole pour cette paix-là.
Et ce symbole, eh bien, il va l'emprunter à Picasso, il va le créer chez Picasso qui n'y voyait pas un symbole, ça va être la colombe de la paix de Picasso. En réalité, elle ne devient colombe de la paix que sur l'idée d'Aragon, en réalité, parce que le père de Pablo Picasso déjà dessinait des pigeons, qu'il y en avait beaucoup, que Picasso en avait fait plusieurs. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est un pigeon ou une colombe, et Aragon va proposer à Picasso de transformer cet oiseau, en tout cas, en une colombe de la paix, et ça va devenir un des grands succès, donc un des grands symboles de la paix. Et donc il y a ces œuvres de Picasso qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la maison. En passant de pièce en pièce, je suis frappé par l'omniprésence des livres. Le moulin en compte plus de 30 000, tous issus de la bibliothèque privée d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Dans ces années d'après-guerre se côtoient ici toutes sortes d'artistes et d'intellectuels qui se retrouvent dans la salle à manger. Au sol, on marche sur un très beau damier noir et blanc, mais la vraie curiosité, c'est le hublot percé dans le mur au bout de la table. Effectivement, au départ, comme son nom l'indique encore, c'est un moulin. Et passe, c'est ça qui est assez exceptionnel, dans cette grande salle, passe la Rémarde, donc cette rivière qui se jette dans l'Orge, etc. Donc juste ici, elle passe là, derrière un hublot qui la protège, qui est juste là. C'est là où on reçoit les amis, vous avez le canapé, vous avez les fauteuils qui sont autour de l'âtre potentiel, la grande cheminée qui est ici, surmontée de 2 poteries originales de Picasso. Et puis derrière, il y a la table à manger, mais la table à manger avec les amis, sinon ils mangeaient dans la cuisine tous les deux, mais quand on reçoit, là vous avez 2 grands bancs qui sont autour d'une longue table et où les amis sont les bienvenus. Alors quels amis ? Les amis, comme toujours à Aragon et Elsa Triolet, des amis souvent prestigieux, mais dans des registres très variés. Des amis écrivains, bien sûr. Aragon a fait partie de l'Académie Goncourt, lui-même, pendant quelques temps. C'est là qu'il a noué des relations très étroites avec Edmond de Charleroux, par exemple, mais aussi avec Maurice Druon, qui sera bientôt ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous voyez, il y a toujours une large amplitude, si vous voulez, des goûts et des intérêts et des attentions d'Aragon et d'Elsa Triolet pour le monde de l'écriture, mais aussi du point de vue des plasticiens, puisqu'on a parlé de Picasso, de Léger, André Masson, Tassilitzky, des peintres dans des registres là encore très différents, ce qui se retrouve dans les œuvres qui sont exposées à l'intérieur de cette salle, puisqu'on a on a des œuvres très variées en réalité dans les registres esthétiques. On a d'un côté un très beau dessin d'Elsa Triolet par Boris Tassilitzky, donc qui s'inscrit dans une perspective vraiment réaliste. Et puis de l'autre, on a au-dessus des œuvres de Ladislas Quinault, qui sont des papiers froissés, qui paraissent beaucoup plus abstraits, disons directement. Et puis Géricault, et puis des œuvres de Mireille Miaille. Enfin, voilà, on a vraiment des registres très variés. Et puis, il y a aussi ces singularités de cette maison, c'est-à-dire beaucoup d'objets qui avaient une destination normalement, et auxquels on va donner une autre destination. Par exemple, ce qui sert pour tenir la lumière, pour éclairer la pièce, ce sont des pagaies de Polynésie qui sont là, qui sont transformés en objets qui permettent d'accrocher de la lumière. Alors ça a une histoire, c'est parce qu'Elsa Triolet, comme je vous l'ai dit, quand elle quitte Moscou, très vite, elle va s'installer et vivre pendant 1 an avec André Triolet à Tahiti. Donc il y a des marques de ce passage par Tahiti. Il est temps maintenant de monter à l'étage. Ce sont les appartements privés d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Première surprise, lorsque je m'avance dans le couloir qui mène à leur chambre, j'observe un drôle de menu affiché sur le mur. Alors en fait, c'est un menu qui a été conçu par Pablo Neruda, le grand poète et grand ami d'Aragon et d'Elsa Triolet. Et c'est un menu de 1957, il est venu ici dans la maison. Et alors un menu un peu amusant parce qu'en fait, il joue avec les œuvres d'Aragon pour composer le menu. Ça commence comme ça. Les crève-cœurs à la habanaise, donc les crève-cœurs en allusion au grand recueil d'Aragon qui s'appelle le crève-cœur, puis au nouveau crève-cœur. Les empanadas inachevées, donc une allusion évidemment au roman inachevé d'Aragon en 56. Les petits anisés pour finir, en allusion à Anisée ou le Panorama, qui était la première œuvre publiée d'Aragon. Et puis enfin, Vino Tinto, champagne d'Elsa. Voilà, donc on a des petites choses comme ça un peu partout, des petits souvenirs amicaux qui en plus prennent une tonalité un peu particulière, puisque on sait que Neruda meurt assez tragiquement dans les années 1970. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso
te cerrara la boca. On continue ? Oui, ça c'est le calendrier arrêté parce qu'elle est morte le 16 juin 70. Vous voyez que l'éphéméride est là. Donc à côté, dans ce même couloir, on a un calendrier où on retire, vous savez, les paves des jours, jour après jour. Et là, il est arrêté à la date du mardi 16 juin 1970. À quoi cela correspond ? Cela correspond au moment où, dans le parc, Elsa Triolet s'effondre. Et elle ne se relèvera pas, elle est morte ici même, dans le jardin, le 16 juin 1970. C'est un peu la date qui fait le pendant du 6 novembre 1928, la date de la rencontre, la date de l'amour qui commence. C'est le 16 juin 1970, la date de la mort d'Elsa Triolet, ici même. Rien n'est jamais acquis à l'âme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. La vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Là, on entre dans l'intimité la plus proche du couple, dans leur chambre à coucher, avec là aussi une magnifique vue sur le parc. Cette chambre, elle a son importance aussi, j'imagine. Ah, c'est une importance très grande parce que c'est quand même un couple d'écrivains. Alors, il ne faut pas idéaliser, évidemment, l'amour qui les a unis, puisque quand on regarde les textes, les correspondances, il y a aussi eu des moments plus difficiles, c'est bien normal. Mais ça reste une maison d'un couple d'écrivains, donc bien sûr, la chambre a une grande importance. Elle est ici bleue, parce que c'est la couleur préférée d'Elsa Triolet. On y retrouve un petit cheval blanc, un petit cheval roux, qui servent pour piquer les épingles. Et puis, on y retrouve là encore des œuvres d'art assez variées. Cette chambre, elle est très importante aussi pour Elsa Triolet, parce qu'Elsa Triolet écrit souvent couchée, parce qu'en 51, c'est déjà une femme qui n'est pas très âgée, mais elle va passer pas mal de temps, elle sera bientôt malade, et donc c'est vrai qu'elle écrit souvent couchée ici, dans ce lit, une bonne partie des œuvres qui sont là. Et puis c'est une pièce qui est traversée par une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite, donc on est vraiment dans la nature, c'est-à-dire on a la Rémarde juste derrière, et on a le parc sur la droite. Et à une certaine heure de la journée, le soleil se reflète sur la Rémarde, et donc ça fait ce que Aragon appelle des cristaux de Venise, parfaitement hypothétique et imaginaire, voilà. Parce qu'effectivement, on a le reflet qui donne un petit côté lagune, si je puis dire, sur le plafond. Une toute petite chose aussi, c'est que on a sur un petit bureau installé des bijoux. Alors, il n'y a presque plus parce que l'essentiel ont été offerts dans une bibliothèque d'un quartier ouvrier de banlieue de Rouen. Mais c'est parce qu'Elsa Triolet, pour faire vivre le couple aussi, et dans cet esprit assez singulier d'une femme assez originale quand même, dans les années 20, elle crée des bijoux à partir d'objets qui n'étaient pas destinés à être des bijoux. Mais ça ne donne pas des colliers de pâte, ça donne des œuvres qui vont être portées par les mannequins dans les grands défilés parisiens, et qu'Aragon va placer un peu comme VRP des bijoux du couple, parce que c'est Elsa Triolet qui fait vivre un peu la maison à la fin des années 1920. On se sent bien ici. Je n'ai pas très envie de repartir pour retrouver le bruit de la ville. De retour dans le parc, nous nous arrêtons devant un très beau bal parquet jaune et bleu. Il accueille des lectures, des spectacles, des concerts et des conférences. Le Moulin de Villeneuve est aussi un lieu de vie culturelle, comme le voulaient les deux écrivains.
C'est une installation qui date des années 40 et en fait vous passiez de village en village en montant et en démontant ce bal parquet ou ce modern dancing pour que le village festoie et s'amuse. Et donc on a fait l'acquisition de ce bal parquet qui est classé, un des rares bals parquets classés, pour pouvoir organiser différents événements, des lectures de textes d'Aragon ou d'Elsa Triolet. On en a fait avec Ariane Ascaride, avec Jacques Weber, avec Denis Podalides, Gérard Depardieu, enfin voilà, on a fait des lectures très variées, et puis des spectacles, des concerts, des tas d'initiatives qui permettent de rassembler ici, dans ce lieu assez exceptionnel quand même, des centaines de personnes qui peuvent participer et profiter d'un bon moment. Voilà, c'était pas quelque chose dont eux avaient fait l'acquisition, vous avez fait l'acquisition plus tard, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire que autant la maison est vraiment restée telle qu'elle, autant le parc a été transformé progressivement. Aragon avait créé à la fin des années 1930 une structure qui s'appelait la Maison de la Culture et qui rassemblait des musiciens, des peintres, des écrivains. Donc ce goût-là très prononcé pour une culture au sens large du terme, nous essayons de le poursuivre. Et puis Elsa Triolet, dans les années 1950, avait initié ce qu'elle appelait la bataille du livre, qui consistait à rapprocher les livres à la culture du plus grand nombre. Donc on essaie de poursuivre cette mission-là, et ce bal parquet est une des installations qu'on a déployées pour s'inscrire dans cette filiation. Pour terminer, je vous propose d'entendre la plus belle des déclarations d'amour. En 1942, Louis Aragon publie un ensemble de textes intitulé « Les yeux d'Elsa ». C'est aussi le titre du poème qui ouvre ce recueil. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer. Si jetés à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nue au tablier des anges, le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur, tes yeux plus clairs que lui, lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie, le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Mère des sept douleurs, ô lumière mouillée, sept glaives ont percé le prisme des couleurs. Le jour est plus poignant qui pointe entre les pleurs, l'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. Tes yeux dans les malheurs ouvrent la double brèche, par où se reproduit le miracle des rois. Lorsque le cœur battant, ils virent tous les trois le manteau de Marie, accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots, pour toutes les chansons et pour tous les hélas. Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres, il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. L'enfant, accaparé par les belles images, écarquille les siens, moins démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où des insectes défont leurs amours violentes? Je suis pris au filet des étoiles filantes, comme un marin qui meurt en mer au plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la pêche blinde, et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Au paradis 100 fois, retrouvé, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa, sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi je voyais briller, au-dessus de la mer, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Le moulin de Villeneuve est accessible par l'autoroute A10 ou l'autoroute A11, sortie numéro 10 d'Ourdan.